pas du tout des web-séries, donc vous n'êtes pas du tout là pour me voir ce soir. Mais comme je fais partie d'une génération de gens qui n'étaient pas satisfaits de ce qu'on nous donnait à la télé et ailleurs, moi je me suis spécialisé dans l'animation japonaise. Et puis après j'ai aidé des gens à faire des web-séries. Et puis en publiant en DVD, hein, chacun son talent. Et après j'ai fait un bar pour qu'une fois qu'ils aient tourné des web-séries, ils puissent venir boire. C'est le dernier bar avant la fin du monde. Donc voilà, d'ailleurs notre nouveau slogan publicitaire, c'est que nous sommes le seul bar où depuis 3 ans, John Lang, Pen of Chaos, vient boire ses Guinness. Et ça c'est important. D'ailleurs, puisqu'on est là pour parler de web-séries, je vais appeler sur scène un par un nos invités prestigieux, que je remercie infiniment d'être là, en commençant par l'ancêtre de la web-série, avant même l'invention des vidéos, John, Pen of Chaos. Tu peux venir, John ? Il n'y a pas de Guinness ici. Alors, je vais appeler en second la personne qui a fait la web-série peut-être la plus connue aujourd'hui en France et qui nous a fait l'honneur de venir de son sud juste pour ce soir. Je le remercie infiniment. Fabien, tu viens s'il te plaît ? Un autre qui vient du sud, mais il est venu de moins loin. Rudy, tu viens ? Rudy Pomared, de Flanders et Danel. Celui qui sont tous à l'unanimité d'accord pour dire qu'il est le plus talentueux réalisateur de tous, mais lui, il vous le dira jamais. François Descraques. Qui a pas choisi la facilité, qui ne fait pas une série, alors vous le connaissez moins parce qu'il n'apparaît pas tout le temps, il a décidé de faire un film comme ça. Donc je remercie Rémi Hoffman des Seigneurs d'Outre-Monde de venir. J'ai gardé pour la fin Déby Maurier. Déby, viens. C'était un des premiers, mais parce que après la conférence, c'est lui qui prendra la relève et qui nous présentera toute la soirée. Donc merci d'avoir accepté de présenter David. Et donc j'appelle la personne pour laquelle nous avons créé cette série, peut-être la personne qui a fait la web-série la plus connue du monde de Guild, que vous devez tous connaître dans l'Assemblée, qui nous fait l'honneur de passer à Paris. Felicia, would you please come in? Would you like to say a word? I found a very attractive Frenchman back home. So I had to bring him, he's my bodyguard. So, no, I apologize for not knowing French. I meant to learn it last month. Things came up. Est-ce que tout le monde comprend à peu près l'anglais ici? Non. On va faire un exercice un peu compliqué. Il y en a qui parleront en anglais, il y en a qui parleront en français. On a des gens qui vont traduire. Emma, tu peux venir quand même. Il y a des gens en coulisses. Voilà. Tu te mets, mets-toi là comme ça. Parce que Félicia, elle préfère Tenchi, on se demande pourquoi. I just said you prefer Tenchi. Donc si, on va faire une soirée, on va s'amuser, mais vu que j'avais la chance d'avoir tous ces gens talentueux qui ont refusé de faire des séries télé classiques et qui ont utilisé leurs propres moyens pour faire des choses fantastiques, avec Félicia, je me suis dit que c'était, on s'est dit que c'était une excellente... Oh Carmen, tu nous rejoins? Bonjour Carmen. On s'est dit que c'était une excellente opportunité pour qu'ils parlent, pour qu'ils présentent des expériences, pour que vous sachiez comment ils ont fait leur web-série, comment ils sont là où ils sont. Donc voilà, donc c'est ce dont on va discuter ce soir. Merci à tous d'être là. Felicia,
you're a major star, you're known everywhere for having played in Buffy the Vampire Slayer, and Supernatural. I think some of them have seen it. I'm familiar with it. Completely legally watched, right? Of course. So The Guild was maybe the first, anyway, the most known web series in the world. I would like you to tell us about the adventure of The Guild and how it became to be, please. So, about 8 years ago, in 2006, I was very addicted to World of Warcraft. Any players? Yeah? Okay, good game, bad addiction. So, Who's been addicted? Who's been addicted? Yeah! It's not good. Addicted to World of Warcraft, heroin, neither is good. Only use heroin in World of Warcraft in moderation. So I was told by my friends that maybe I was playing video games too much. And I was an actor, but I didn't act very often. Enough to pay all my bills, but just be bored. So I decided to write something and quit World of Warcraft and write something that was close to my heart, which was about online gaming. Because I've always been a gamer, I love video games, and that's what I do with my time. 9 hours a day when I was playing World of Warcraft. So I stopped and I wrote a show called The Guild, and I thought in my head it would be a TV series starring me on billboards everywhere, like Jennifer Aniston, maybe not with the hair or the boot, or the tan. Many things, and not in common with Jennifer Aniston, but I thought they would make me a star. And then people were like, gamers talk to each other? So they didn't understand anything about gaming culture or gamers at all, especially in 2007 when no one even had Twitter or no selfies. This was before selfies. Very tragic time in our lives. So I was very depressed because I didn't think anyone would ever see the work that I thought was the most brilliant thing ever written. And my friend, Kim Evie, she was my teacher for one sketch class, only writing comedy sketch, one class. And she read the script and said, this thing called YouTube. And it just started in 2006. And I've been doing some videos, and I think maybe your show would be good on YouTube because gamers are online all day. And that was when we decided to make 2 episodes on a couple $100 and borrowed cameras and free bagels. And that is how the show started. Who was on your team at the beginning? What team? Team? The Guild team. Oh, the Guild team? Yeah, you called friends, how did you do it with $200? It was me and Kim Evie and the director Jane, and then my friends who were actors. 2 of them, Bork and Zabu, I wrote the parts for them because they're very funny. Don't tell them. I don't want them to get a big ego. And then the rest of the actors I found with casting. So, and then the only other people we had on set were a director of photography, camera, and a sound person. And everything else, me or Kim did all of the jobs. So I was the one who drove at midnight to get free trash on the sidewalk when someone posted on Craigslist, hey, free trash. And I said, hey, that trash would look good in my set. So I would go and get that, and I would write, and I would make cookies for the set. And I did everything because I loved the show so much and loved working with my friends so much. So I was very excited when I first uploaded the video and saw people comment about, hey, I love her. I think she's horrible. This is stupid. It was very gratifying to read these comments and made me want to make more episodes. But we didn't have money, so I went to a meeting and someone suggested asking people to help us pay for it. And that was before any Kickstarter or Indiegogo or anything about crowdfunding. So I said, this is stupid. No one's going to pay for a web series. Nobody knows what a web series is. So I put it on the web series. I was the programmer of the website because I did everything online for the show. That's why it looks so terrible, the first season. You know the first season logo? I did that with like MS Paint. I'm not even kidding. So
I put the button up there not thinking anything would happen, and in 2 weeks we got enough to make another episode. And I even emailed one person who gave us $300, and I said, "Sir, thank you for your donation. I think you put the decimal point in the wrong place." And he said, "No, I meant to give you that much." And I was like, "You're wasting money." But so we went the whole season, the first season, on donations, and by the end, I took off the PayPal button because too many people were donating. I'm terrible at business. I'm not good at business. But I felt guilty because there were too many people to put in the credits. Now I would know maybe extend the credit music to put more people in the credits. But not very smart back then. So that's how we got to the first season. And later after that, Xbox came in and funded the show, and we did 4 seasons with them. And then we ended the show on YouTube, back on YouTube, funded by YouTube. So that's how it happened. How much money cost the first season, you remember? It was not very much because no one got paid. So basically all the donations went to pay for supplies and cameras and bagels and How many bagels did you eat during production? a lot of bagels. The cast, if you feed people good, they will come back. It's my right? Yeah, good food. In France, you can get by on $2 because everything tastes good here. I've eaten 44 macarons. 2 days. Vous nous racontez comment tu as commencé et comment on est arrivé à nous? Justement, on était en train de se dire que le schéma était assez semblable parce qu'au début, ça part d'une bande de potes qui pique la caméra familiale et qui part dans la pampa tourner des bêtises. Et puis au final, le temps a passé, le matériel s'est amélioré, mais c'est toujours pareil, c'est toujours des copains, c'est toujours des bêtises, mais sauf qu'il y a un meilleur savoir-faire parce qu'au bout de 14 ans de pratique, mais voilà, de ce côté-là, c'est vrai que le schéma est assez semblable et les choses se sont emballées dans le sens où, pareil, on a eu une époque où il y avait justement des dons. Et ces dons-là, ça fait bizarre quand quelqu'un dit moi j'aime bien ce que tu fais, donc du coup je te donne 50 €, 100 €, etc. C'est très gênant en fait, on ne sait pas trop comment réagir, on a plein de gratitude, on ne sait plus trop quoi faire. Puis après, c'est là qu'on s'était dit justement, on va plutôt faire des t-shirts, comme ça si vous voulez nous filer quelque chose, achetez plutôt quelque chose et nous on vous le scie, on fait quelque chose, mais il faut qu'il y ait quand même un échange parce que c'est vrai qu'on avait vraiment le sentiment, on était un petit peu gênés en fait au début, mais ça nous a permis d'améliorer notre matos et donc d'améliorer notre travail et donc d'avoir de plus en plus une plus grande communauté. Tu te considères comme quoi? Un réalisateur, un acteur, un gars qui fait des effets spéciaux sur un ordinateur? Je dirais un raconteur d'histoires. Genre j'aime raconter des histoires sur plein de médias différents, c'est ça qui me plaît. Mais pas plus réalisateur que écrivain, que voilà, c'est plus raconter des histoires qui me plaît. Je vais remonter un peu dans le temps et passer le micro à Rudy. Rudy, t'as commencé avant YouTube. Ouh T'es pas le seul, mais j'ai commencé à l'aventure sur les micro à Fabien, on sait tous que vous allez pas en placer une, donc... C'est clair. Alors oui, moi ça remonte à loin, l'outil caméra. Des souvenirs brumeux, un peu, je vais rebondir sur ce qu'a dit Fabien, ce qui m'intéresse dans ce que je fais, et c'est une passion pour moi, c'est de raconter des histoires. Et ça date d'il y a très longtemps. Quand j'étais au collège, je me revois griffonner des cahiers entiers de bandes dessinées absolument pas originales et horribles. Heureusement pour le dessin, un jour mes parents m'ont acheté un caméscope, et là j'ai jeté mes stylos et je me suis dit, là, il y a un truc à faire, quoi. Je sais pas pourquoi, cet outil me correspondait. J'ai trouvé mon média d'expression. Et alors ça a commencé n'importe comment. On partait avec mon frangin, Jean, en slip dans la galerie court-cri. Il faisait, les chasseurs tiraient dessus, on est passé très proche de l'accident plusieurs fois. On a vu des trucs absolument improbables entre Lars von Trier, Arte et le truc le plus dégueulasse que Julie Dormoustique ait jamais fait. Et on le montrait à des festivals de vieux où ils avaient des petits films de 25 minutes sur la cueillette des champignons. Et on avait 12 ou 15 ans, on ne comprenait pas pourquoi on nous rendait la cassette genre dégagez. Go away quoi.
Et voilà, et sont arrivées toutes ces conventions sur le monde de l'imaginaire, de l'animation japonaise au départ, avec cartoonistes. Et nous, on continue à faire notre truc de notre côté. Et pour la première fois, on a eu l'occasion de montrer autre chose que papa-maman qui en avait vraiment marre de nos conneries, de montrer ce qu'on faisait. Et là où c'est encore plus drôle, c'est que dans ce microcosme de gens qui aimaient des choses qui venaient juste d'émerger en France et qui n'avaient pas leur place sur les médias traditionnels, pas du tout, qui étaient encore à la marge, eh bien, ils ont vu des couillons en train de s'amuser devant une caméra et faire exactement ce qu'eux aimeraient faire ou attendaient de voir éventuellement à la télé de façon évidemment meilleure, mais là, en version amateur. Et la sauce a pris. On en a eu nos premiers retours, on n'a pas eu des commentaires, on a eu des gens qui sont venus nous voir, qui nous ont serré la main en disant c'est génial, c'est rigolo ce que vous faites, est-ce qu'on peut prendre une photo, est-ce qu'on peut avoir vos VHS, hein, parce qu'il faut s'imaginer qu'à l'époque, quand on faisait un film de 20 minutes, après on faisait les copies nous-mêmes, 20 minutes par copie. Voilà, on était étudiants à l'époque, je piquais tous les magnétoscopes de l'école, je les empilais, je faisais copie toute la nuit. Et après 6 heures de micro-compta, voilà. C'était assez amusant. Voilà, ça a commencé comme ça, et de fil en aiguille, de la même façon qu'a raconté Fabien, de la même façon que ce qu'a raconté Félicia, il y a eu des opportunités, que ce soit No Life, que ce soit Internet, que ce soit d'autres conventions, que ce soit d'autres médias, qui ont fait que, eh bien, petit à petit, on a pu enfin montrer ce qu'on faisait, et heureusement, évoluer un minimum. Et c'est une chance de pouvoir continuer à s'amuser, parce que ça a commencé comme ça, et pour moi en tout cas c'est toujours ça. Je m'amuse, j'ai un boulot à côté, je suis prof, je torture des enfants pour gagner ma vie. Avec de la physique chimique, voilà. Et à côté de ça, je m'amuse le week-end avec mes copains, avec une caméra, maintenant c'est des appareils photo, parce que j'ai pas encore demandé du pognon aux gens, donc j'ai pas la caméra. Et on s'amuse, et on a la chance de partager ça avec tout le monde. Et cette ambiance-là, c'est vraiment quelque chose auquel, moi en tout cas, je tiens. Tu nous racontes comment tu as fait et pourquoi tu l'as fait, John? Oui, alors oui, effectivement, je suis un peu vieux. Je vais pas vous faire le père Fouras ni rien, mais ouais, non, quoique bon, la VHS c'était quand même bien ultime. Oui, parce que effectivement, bon, l'histoire qu'on a à peu près tous en commun, à mon avis, c'est d'avoir été porté par des communautés. Pour ce qui me concerne, c'est globalement une série d'accidents, de trucs pas prévus qui sont arrivés avec le jour où tu te dis tiens, qu'est-ce que je fais cet après-midi? Ah bah si je faisais un enregistrement stupide. Ok, et moi par exemple, j'avais pas d'amis que je comptais fourvoyer dans cette aventure, donc je l'ai fait tout seul. Voilà, alors tu as l'air totalement stupide d'écrire des trucs et de te marrer de tes propres trucs devant ton PC, mais je pense que vous l'avez fait aussi. Sauf que moi, je les enregistrais tout seul aussi, donc I was very lonely. Okay. Alors donc, qu'est-ce qui se passait sur le web en 94? Pas grand-chose, parce que quand je suis arrivé moi sur le web, la francophonie c'était 0. Et ça avait l'avantage que quand tu parlais d'un sujet dans la francophone, en français, tu intéressais forcément les gens qui venaient d'arriver sur Internet et qui cherchaient quelque chose à propos de ce sujet. Parce que c'était une époque où effectivement il y avait des... Alta Vista. C'est ça. Avant Alta Vista aussi, on pouvait chercher, mais alors c'était n'importe quoi. Et à cette époque, en fait, tout était à faire. Donc c'était sans doute pour ça que j'ai eu la chance de réussir à faire quelque chose avec mes créations pourries. C'est que il n'y avait rien. Donc moi j'ai commencé à parler de sujets qui m'intéressaient. De la peinture de figurines. Alors là, je suis arrivé, je voulais parler de la peinture de figurines, et j'étais tout seul en français. Donc c'était sympa, je me disais peut-être que ça va intéresser les gens. Et au fur et à mesure qu'Internet s'est monté, il y a tous ces gens qui sont arrivés après pour parler du même sujet, qui disaient « Ah, mais il y a déjà un site qui existe, on va mettre un lien vers ce site ». C'est comme ça que je me suis retrouvé avec du monde sur mon site depuis 1994 justement, où j'avais plusieurs sujets. J'ai un site sur le cinéma fantastique, d'ailleurs personne ne le sait, puisque maintenant les gens ils sortent plus trop, mais voilà, des sujets comme ça. Et à chaque fois, les gens venaient se greffer sur mon site, ce qui fait que j'avais un petit auditoire. Et quand j'ai mis ces fichiers en ligne, j'avais déjà un webzine avec à peu près 32 lecteurs. Et en fait, c'est une communauté de MMO, puisque à l'époque, les gens jouaient à Dark Age of Camelot quand j'ai lancé... mes épisodes de Donjons et Dragons, il y a quelqu'un sur le forum Dark Age of Camelot
qui a dit « Hey, il y a un mec qui fait des trucs stupides !» et là, tout le monde a fait « Ouais !» Voilà, alors, bon, évidemment, moi, je faisais vraiment un truc sur le jeu de rôle papier, mais il s'est avéré que ça parlait aux autres styles de gamers. Et bon, moi aussi, je suis un invétéré du jeu vidéo, d'un tas de trucs. Voilà, donc moi j'ai quand même travaillé tout seul jusqu'à l'épisode 9. On n'avait pas d'argent, donc du coup j'avais pas de caméra. Mais le comité d'entreprise de Vous avez la glissé aussi à Annonay. Ok, ça me rassure. C'est la plus grande ville d'Ardèche, putain. 17 000 habitants. We're talking about rednecks. 17,000 inhabitants in this. I just learned he's a redneck. We have invented the Montgolfière. I'm a fellow redneck from America. I'm from Alabama. So, high five rednecks. Redneck and red hair. Oh, we're really connected, David. Are you sure you're hair already? No hair. Ok, où j'en étais? Ouais, donc mon père a loué la caméra à la ville d'Annonay et j'ai refait des sketchs des inconnus très mal dans ma chambre et que j'aimais mieux les inconnus que les nuls parce que j'avais pas Canal+. Alors du coup les mecs ils disaient c'est génial les nuls, je dis non c'est pas bien parce que je peux pas les voir. Et en fait des années plus tard j'ai vu les nuls et j'ai fait putain c'est encore mieux que les inconnus. Du coup je me suis dit il faut à tout prix que je fasse ça, mais je faisais ça, moi je faisais des sketchs. Je m'étais pas dit que je pouvais parler des trucs que je kiffais au Club Dorothée. Je m'étais pas dit que je pouvais le faire comme ça. Et Alex Pilote a fait les Mythomanes. Et sur internet... Ouais, vous pouvez l'applaudir, Alex. Alors, il est pas là, il est en train de monter un truc de 3 heures de la mort qui va rentrer sur nos lettres, mais vous pouvez l'applaudir. So, but when I went to Comic-Con that first time, many people knew Dr. Horrible, but they also knew the Guild because the Guild had been released for almost a year at that point. So, and I went around with my bookmarks and I put them everywhere that I could put anything free, I would hand them out to people. And the cool part was when I handed one to someone, they said, "Oh yes, I watched that show." Wait! But the first time I ever screened it was for, I believe, there's an organization for JOS that fans make, Can't Stop the Serenity. Do you have this organization here? Yeah, they do screenings to raise money for charity. And the first time I ever saw it was probably season 2, when we screened the whole thing. And I was so excited because it was in the theater. And when I heard people laugh live, first time, I started crying. It was very amazing. It was an amazing experience. En fait, c'est grâce un peu à tous ces messieurs et aussi à Alex Pilote qui n'est pas là. C'est grâce au Mythoman que j'ai découvert quand j'étais tout gamin et que mon grand frère me disait « Ah regarde, j'ai été à cartooniste, c'est vachement bien, c'est dans le sud et tout. » Et alors, hop, regardez les VHS, c'était juste génial de voir ça, quoi, de toutes ces parodies de plein de séries qu'on adorait et tout. Et à l'époque, moi, je faisais déjà pas mal d'écriture, des petites nouvelles, de la bande dessinée, j'écrivais tout ça. Et je me suis dit, mais c'est ça que je veux faire, quoi. Je veux vraiment me lancer dans la vidéo. Et en fait, je m'y suis lancé un peu professionnellement, puisque après j'avais fait un BTS audiovisuel, j'ai continué dans le montage et tout ça, en clip, en pub, en plein de trucs. Et je me suis retrouvé à faire une grosse partie de la réalisation, supervision d'effets spéciaux, un peu tout ça, sur un projet qui a duré quand même 10 ans. Donc gros travail. Donc voilà, ça s'appelle l'Ordre Sith. C'était un peu l'épisode 7 de Star Wars. Donc on va attaquer J.J. Abrams, je pense qu'on va faire un petit peu. Et voilà, donc c'était vraiment une super expérience, hein. Tous les fans, des passionnés qui faisaient les maquettes, les costumes, qui faisaient plein de choses eux-mêmes et tout. Et donc ça nous a permis de faire voilà, une grosse aventure. I think we are all here because at some stage we discovered that the mainstream TV and all the medias were bad people. Because yeah, they never Be careful, Felicia is a renowned actress. They didn't believe in anything we know or we like, and then we had no choice but to do it ourselves. And because you said in 2006 they didn't know anything about gamers, but it's still the same. It's true. It's true. A little bit more. They know a little bit more. Maybe Angry Birds. They don't know we are people with passions and creativity, obviously, and yeah, that's really sad.
But it's a very good time to be alive as someone who likes things that are not standard. Because 20 years ago, wait, how old are you? It's cool. 43. Oh, 33? 43. Oh, 43. 43. Okay, you're not that bad. So, but 20 years ago, you wouldn't be able to make something and have someone on the internet find it. Or even in, 10 years ago, you would not be able to find video about someone who is very passionate about something, but it's not accepted by everyone. And everybody here is making something that will not be liked by every single person, but they're liked by so many people. And because the world is smaller now with the internet, and we can reach people who like something more specific. So really, it's a revolution in entertainment that we are all doing on the stage right now with our work. Tu es le créateur de web-séries avec le plus d'argent visible. C'est un magnifique crowdfunding qui établit sur un nouveau record dans l'histoire du crowdfunding, en tout cas français et même international. Juste, j'aimerais demander, ça fait quoi d'avoir cet argent pour produire tout d'un coup Bon, on a moins chaud l'été parce qu'on a la piscine à côté du coup maintenant. J'ai mis moins de temps pour venir à Paris. Disons que c'est bizarre parce que c'est à la fois impressionnant parce que quand on n'a rien en fait on se dit oh là là si jamais on nous passe 700 000 à peu près on va pouvoir faire Avenger 3 quoi. Enfin, voilà, et on se rend très vite compte qu'en fait si on fait pas gaffe et si jamais on change notre façon de faire, c'est rien du tout. Et ça disparaît avant même qu'on ait le temps. Enfin, à l'échelle d'un Seigneur des Anneaux, par exemple, je pense que 700 000, ça doit être une minute, un truc comme ça. Allez, 10 minutes, allez, on va dire un truc. Ça dépend si c'est une scène de combat ou pas. Mais le truc, c'est qu'il a fallu qu'on garde notre état d'esprit, donc débrouillard, amateur, bénévole évidemment, mais que cet argent-là ne soit là que pour du matériel, du déplacement, donc avoir des meilleurs décors, parce qu'évidemment, nous, comme ça se passe dans un MMO, si on a une belle cathédrale derrière, un truc comme ça, c'est plus sympa. Mais il a vraiment fallu garder notre état d'esprit et vérifier chaque dépense parce que ça part très très vite et pas faire de bêtises. Parce que nous, concrètement, on n'avait quasiment rien. Et là, quand l'État va voir qu'on est passé à 700 000 par l'opération du Saint-Esprit, il va y avoir un contrôle fiscal, un truc comme ça. Sauf qu'il n'y a pas de loi encore pour expliquer comment vraiment faut traiter le crowdfunding. Est-ce que c'est du don, est-ce que c'est pas du don, dans quelle mesure, etc. Donc du coup, il ne faut pas faire de bêtises, il faut beaucoup réfléchir là-dessus et s'entourer parce que sinon c'est risqué, parce qu'il va y avoir un contrôle fiscal forcément et il va falloir faire les choses bien. Donc disons que ça nous amène plein de problèmes et plein de solutions et artistiquement c'est juste génial parce que ouais, on a pu faire des choses, vous allez voir parce que je vous ai réservé quelques images de la trilogie en avant-première.